Avant d'aborder le troisième élément que j'ai promis, enfin que je dois présenter, je pense qu'il est quand même préférable de faire une petite pause et d'observer simplement le deuxième élément que nous avons vu, le voilà, il est ici, et de voir comment il s'intègre dans le sujet. Alors ce qui est remarquable, enfin ce qui est à remarquer, c'est qu'il s'intègre à l'extrême fin, enfin à la fin du sujet. Il est beaucoup plus court et il n'est pas présent dans tout cet élément-là. Il arrive tout à fait à la fin. On voit bien ici l'élément retard du Fa dièse. Le Fa dièse retard, donc c'est un intervalle de seconde qui se résout sur une tierce et qui finit sur un unisson. Attention, je le redis, les chiffres que j'écris sont des chiffres d'intervalle pur. Ce ne sont pas du tout, ça n'est pas un chiffrage d'accord. C'est le chiffrage qu'on utilise dans le contrepoint quand on décrit, enfin quand on note les intervalles. Donc ici c'est une tierce. La tierce devrait se résoudre, pas se résoudre, elle ne se résout pas. La tierce, j'écris ici comme ça, hein. La tierce Fa, La, devrait d'une certaine manière, il y a 3 dièses à la clé, toujours bien sûr, Fa dièse La, se résoudrait ici sur Mi dièse Sol dièse, donc on aurait tierce, tierce, et cette tierce finit sur un unisson. Or ici, la note inférieure se prolonge, elle est bien la syncope dont je parlais, et se résout après sur le Mi dièse. Attention, le Mi est bien dièse parce que diésé en début de mesure. Hein. Voilà. Donc ça c'est très intéressant. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ça on le trouve dans la tonalité de Fa dièse mineur, parce qu'on va le trouver dans différentes tonalités, puisqu'il y a les modulations dans la fugue, mais on le trouve tout simplement dans la toute dernière exposition, en bas de la dernière page, c'est-à-dire mesure, je ne vois pas bien, peu importe, alors ça doit être dans les mesures 60, etc. Enfin, c'est dans la dernière ligne, peu importe. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a bien le sujet, et à la fin, cet élément-là. Cet élément-là arrive ici, je ne l'ai pas noté là, mais ce n'est pas très grave, une octave en dessous, voilà, et on le retrouvera parfois, à certains moments, au-dessus. Hein. Il est à la fois en dessous et au-dessus. Voilà, je vais simplement jouer ça pour qu'on voit bien l'irruption. C'est pas l'irruption justement, c'est l'apparition de cet élément nouveau pendant la je trouve pas le mot, pendant la présentation du sujet. Comme j'ai une octave de décalage, je le fais avec l'octave de décalage telle qu'elle est écrite. On a donc octave. Voilà, c'est une octave, cette fois-ci, c'est plus un unisson. On remarque aussi, autre petite remarque que je fais, que du coup, quand cet élément-là s'intègre dans le sujet, du coup, on a bien l'écriture que j'avais proposée moi-même, c'est-à-dire sans le mi bécard, et bien sûr, pas de mi bécard, parce qu'il n'y a pas de modulation, pas du tout, puisqu'on accomplit vraiment dans le ton. Hein. Par ailleurs, cet élément-là peut se trouver à la partie supérieure, hein, comme ça, donc j'aurais par exemple... tout d'un coup, bon voilà. Et donc là, il y a une inversion. Alors, c'est un contrepoint, on parle ici de contrepoint, quand les deux lignes coexistent, il y a la ligne donnée, la ligne qu'on sait donner, le sujet, et son contrepoint. Et c'est un contrepoint qu'on appelle renversable, c'est-à-dire que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que l'une des deux lignes soit au-dessus ou en dessous, si j'ose dire, ça marche, c'est-à-dire que ça correspond bien aux règles, les intervalles sont corrects et bons. Ensuite, si je veux présenter ça sous forme contrapuntique dans l'analyse, je dis bien ici 6, 3, peu importe ici. Voilà, bon, je ne fais pas les détails parce que ce n'est pas très très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est cette fin-là. Hein. Voilà. Bon, ça c'est une première chose. Après, je vais aborder donc le troisième élément. Alors maintenant, j'aborde la troisième partie de cet exposé sur la fugue en Fa dièse mineur. Je vais évoquer le troisième élément.
Ce troisième élément, soit dit en passant, commence à pointer, si j'ose dire, le bout de son nez dans la partition à partir de la mesure 33. Hein. Il n'est pas intégralement énoncé, il apparaît un petit peu, je passe là-dessus, lui-même comme un nouvel élément, un peu comme un nouveau sujet, ce qu'il n'est pas, hein, mais il donne lieu à quelques petites digressions qui durent quand même assez longtemps, un peu tout le long de la troisième page de la partition. Cet élément-là est en double croche. Mais moi, ce que je vais faire pour le présenter, je vais revenir à une notion qui est très importante. Je reviens à l'observation du sujet pour dire une chose. C'est que quand le compositeur, l'étudiant qui écrit, moi-même, quand je dois écrire un contre-sujet, tel que je l'ai montré d'ailleurs dans les deux vidéos, sur l'entrée de fugue, plutôt les vidéos 2, 3 et 4, puisque c'était là qu'il y avait les exercices. Quand moi je dois écrire, quand nous devons écrire un contre-sujet, un contrepoint, par rapport à un sujet comme ça par exemple, bien évidemment, l'élément contrapuntique que nous allons proposer, que nous allons écrire, ne se conçoit pas par rapport à ça, pas du tout, mais par rapport à sa forme simplifiée, c'est-à-dire par sa forme fondamentalement réelle, c'est-à-dire sa forme dépourvue d'ornementation, dépourvue de syncope, de retard, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'il était intéressant que j'expose le sujet tout à fait dans ma première vidéo sur cette fugue, où je montre tous les, entre guillemets, artifices, c'est artifice au sens pas péjoratif, l'ornementation, c'est-à-dire les syncopes, syncope ici, syncope ici, syncope ici, pas syncope à la fin, absence de syncope à la fin. On voit bien que cette note-là est la seule qui tombe vraiment sur le temps, que c'est la note réelle sur le temps. Ah, voilà. Ça, c'est donc syncope résolu sur Do, syncope résolu sur La. Do, syncope résolu sur Si, hein, etc. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je reprends mon propos et j'essaie d'être très clair. Je réécris mon sujet. J'oublie tout, je suis face à mon sujet, je le dépouille de son habillement mélodique, de ses notes étrangères. Et j'obtiens donc ce que j'avais montré tout à fait en début d'exposé, j'obtiens donc cette ligne-là. Je reprécise bien mes 3 dièses. Et j'écris Do, La, Fa, Ré, et je ne fais pas la syncope, je tombe sur Do. Donc le Do, je le remets à sa place, sur le temps fort. Et cette fois-ci, il dure bien une blanche. Il ne se prolongera pas ici, le Si est remis sur le temps, le vrai temps, le 3e temps. De la même manière, le Si ici ne se prolongera pas, le La est attaqué directement sur le premier temps de la mesure. Le Sol, lui, comme je l'ai déjà dit, tombe réellement bien, et le Fa tombe bien. Le résultat de tout ça, c'est que mon sujet est un sujet d'une simplicité extrême. Mais moi, si je devais écrire un contre-sujet, ce que je ne vais pas faire, puisqu'on va étudier le contre-sujet de la fugue chez Bach, mais ce contre-sujet est conçu par rapport à cette forme-là, cette forme simple, pas par rapport à ça. Donc, je vais maintenant le montrer, et je vais différer un peu le travail, je ne vais pas vraiment le montrer. On va avoir tout simplement ça. Fa dièse. Quoi de plus naturel? C'est-à-dire Fa dièse, c'est-à-dire ici sous-entendu l'accord, enfin les notes de l'accord, l'harmonie, elle est sous-entendue puisqu'il y a très peu de notes, il n'y a que 2 notes à chaque fois. Ça c'est une sixte, bien sûr, mais c'est bien l'accord Fa dièse, La, Do dièse. En effet, le Do dièse était avant, il était en dehors de cet élément-là, enfin du Fa dièse, mais enfin on comprend bien que ce Fa dièse s'inscrit dans une harmonie de tonique, pas supposée, réelle, mais non exprimée de manière harmonique et verticale. Par contre ici, là il y a vraiment une harmonie différente ici. C'est le Ré, donc c'est une tierce. Maintenant je ne réfléchis plus en matière en matière d'accord, mais en matière de pur intervalle. Donc j'ai une sixte ici, ça peu importe, c'est une octave, je n'en parle pas, j'ai 6 et j'ai 3. Eh bien cette ligne-là va descendre, elle va descendre conjointement, et je vais donc avoir des tierces. Je vais mettre les hampes des notes pour la voix inférieure vers le bas, le La avec la hampe vers le bas, le Sol avec, comme j'avais fait ici, la hampe vers le bas, et le Fa ici. Et à cette ligne d'une simplicité extrême, puisque c'est un simple mouvement conjoint
du 6e degré à la tonique, et essentiellement en valeur longue les 5 notes du pentacorde descendant, eh bien ces notes dès ici, j'ai Ré, Fa, tierce, j'ai tierce, 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 tierce. Évidemment, je le complète, voilà. Donc cette idée-là est une idée d'une simplicité extrême. Je ne trouve pas le mot extrême dans le sens presque exagéré. C'est-à-dire que si vraiment mon sujet était réduit à de simples blanches comme ça, et que moi je proposais un contre-sujet qui soit aussi une série de blanches, ce serait exagérément simple. Parce que ça n'est qu'une série de tierces parallèles. On sait par exemple que quand on étudie le contrepoint rigoureux, je fais une parenthèse très brève, parce que je ne vais pas maintenant faire un cours de contrepoint rigoureux, mais qu'on dit quand on est à 2 voix, on se donne comme règle, enfin c'est une règle qui est donnée, mais on l'accepte parce qu'on la comprend parfaitement, qu'on ne doit pas faire plus de 3 tierces qui se suivent. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Si j'ai fait une première tierce, c'est tout à fait normal, bien évidemment. Qu'il y ait une tierce puis une deuxième, c'est aussi 2 tierces qui se suivent dans un contrepoint, c'est la chose la plus normale. Bon, après j'en fais une troisième. Eh bien une troisième, ça commence déjà à faire beaucoup. C'est-à-dire que ça ressemble plus vraiment à du contrepoint, ça ressemble à 2 lignes parallèles. Donc par exemple, j'aurais une ligne qui me serait donnée, un cantus firmus, un chant donné qui m'est donné, et j'écrirais le même tout à fait parallèlement, ça n'est plus du contrepoint. C'est la même ligne décalée, et donc c'est chanté à la tierce, ça n'est plus. Le contrepoint cherche la différenciation des 2 lignes. On doit avoir 2 lignes distinctes, différentes l'une de l'autre, qui se combinent toutes les deux. Si moi j'écris 2 fois la même ligne avec décalage de tierces, ça n'est plus vraiment du contrepoint. Il n'y a plus vraiment cet intérêt. Donc là, écrire ça, j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 tierces de suite, c'est trop, c'est trop. Et bien pourtant, c'est ce que va faire Bach. Hein. Il va écrire ça, mais de manière finalement beaucoup plus complexe, pour 2 raisons. Première raison, c'est que la ligne du sujet n'est pas simplement ces blanches, et c'est très important, c'est ça. Donc déjà, il faut entendre les blanches de la partie supérieure avec cet élément-là, d'une part. Ne pas oublier une chose, c'est que c'est un contrepoint renversable, c'est-à-dire que l'élément Fa, Mi, Ré, Do, etc. peut être en dessous. Déjà, alors moi je ne vais pas passer trop de temps aujourd'hui, je demande ici un petit travail à tout un chacun, à ceux qui suivent le texte, qui suivent cette vidéo. Je donne un petit travail et par la suite j'aurai l'occasion peut-être de le remontrer. Mais aujourd'hui je ne veux pas faire trop long. Voilà. Je propose, et puis j'ai ce tableau, c'est long à effacer, à réécrire, je ne vais pas passer des heures à remplir des tableaux, ça devient au bout d'un moment un peu fastidieux. Ce que je propose comme travail, c'est déjà de faire une pause ici, d'écrire le sujet avec le vrai sujet avec l'ornementation, avec cette ligne descendante. De l'écrire la ligne au-dessus et une autre version avec la ligne en dessous. N'oublions pas que quand j'ai la ligne de contrepoint, je dis ça c'est le cantus firmus, ce qui m'est donné, et ça c'est mon contrepoint. Quand le contrepoint est au-dessus, ça fait 3, 3, 3, 3, des tierces qui se suivent. Tandis que si c'est en dessous, c'est l'inversion, c'est le renversement du 3. Au lieu d'avoir des tierces successives 3, 3, 3, 3, 3, j'aurai 6, 6, 6, 6, 6. On est bien d'accord. Une fois que ça c'est fait, il faut le jouer proprement, quitte à écrire avec un décalage de 2 octaves, enfin un décalage assez important, de manière à ne pas avoir le chevauchement qu'on aura à la fin des 2 voix, pour être très à l'aise. Donc je redis le petit travail. Écrire le vrai sujet avec le contrepoint en valeur longue, comme je l'ai écrit, dessus-dessous, premier travail. Ensuite, le jouer, bien sûr. Mais deuxième travail, le transposer 1 ou 2 fois. Donc une tonalité dans laquelle on est très à l'aise, donc par exemple en La mineur, en Ré mineur, en Sol mineur, comme j'ai déjà proposé. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant je vais aborder cette ligne-là, on va étudier cette ligne-là et on va voir ce qu'en fait Bach. Et là, c'est vraiment une chose extrêmement intéressante. Donc j'invite tout le monde à être attentif sur ce petit exposé que je vais faire, qui n'est autre que l'exposé de Jean-Sébastien Bach. Voilà, alors maintenant je vais parler de l'écriture du contre-sujet, qui est en double croche.
Je veux rappeler simplement, avant toute chose, la pratique extrêmement ancienne qui remonte, bon déjà qui remonte à la nuit des temps, mais enfin qui a surtout été triomphante, si j'ose dire, et qui a suscité même des vrais traités qui sont ennuyeux à lire au possible et qu'on ne peut pas lire comme ça, parce que ce sont comme des dictionnaires, donc ils sont intéressants, il faut les consulter, mais on ne peut pas se mettre à lire ça, c'est particulièrement rébarbatif. Ces traités sont des traités qu'on appelle, et je vais en citer un en particulier dont l'édition est facilement accessible, on appelle ça les traités de diminution. Attention, la diminution, on l'entend ici, la diminution signifie variation du motif. Ça veut dire exécution ou écriture éventuellement, mais c'était à l'époque surtout de l'exécution, c'est qu'on n'écrivait pas, l'instrumentiste n'écrivait pas, il jouait directement ce qu'on appelait la diminution. C'est-à-dire la diminution consistait à dire et à poser la question à laquelle on répondait avec une facilité extrême, ce n'est pas une question extraordinaire, c'est qu'on disait j'ai 2 noirs, ré, do, comment puis-je écrire pour le ré 4 doubles croches de manière à ce que la première soit bien un ré et la dernière soit bien le do. Il faut autrement dit que je remplisse la noire avec 4 notes qui aboutissent bien, qui partent bien de la première note ici ré et qui arrivent à la deuxième note do. Alors on écrivait, alors qu'est-ce qu'on pouvait dire? Par exemple, je dis ici moi ce qui me passe par la tête, ça par exemple. Voilà, c'est tout bête, hein. J'écris Ré, Mi, Fa, Sol, Do. C'est-à-dire que pour le motif, par exemple, était Ré, Do. L'instrumentiste, souvent l'instrumentiste avant, ou le violoniste, ou l'instrumentiste à cordes, jouait à la place de Ré, Do. Voilà. Donc par exemple, imaginons un motif qui serait écrit sur la partition Ré, Do, Si. L'instrumentiste pouvait jouer par exemple Ré, Mi, Fa, Sol, Do, Ré, Mi, Fa. Hein, j'ai adopté cette écriture-là. Voilà. Donc on entend bien ici, imaginons que la basse soit Sol, Fa, Mi. Pardon, Si, La, Sol, peu importe. J'ai Ré, Do, Si. Imagine qu'une basse soit ça, c'est-à-dire des tierces parallèles, c'est-à-dire des dixièmes ici. Bon, mais le violoniste qui a la partie supérieure faisait par exemple... Voilà, ce qui est très, entre guillemets, joli, ce qui sonne très très bien. Toute l'œuvre de Bach avec ses doubles croches est faite de diminutions. Tout ça sont des diminutions. C'est ça qu'on appelait la diminution. Alors voilà un exemple que je propose moi, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, bien sûr. Oui, alors je disais des traités, il y a par exemple un traité, mais bon, je ne conseille pas spécialement de le consulter, ça n'a pas grand intérêt, puisque toutes ces choses-là, on sait les faire, il vaut mieux les voir dans les œuvres. Il y a un traité, par exemple, d'un certain Diego Ortiz, espagnol, comme son l'indique, du milieu du XVIe siècle, 1553, je crois. Je crois parce que je l'ai, ce traité, donc voilà, mais je rassure tout le monde, je ne le consulte jamais, je l'ai regardé, voilà, c'est pas... Diego Ortiz, 1553, ça s'appelle traité des gloses, parce qu'à l'époque la glose c'était le commentaire du texte, c'est-à-dire augmenter le texte de beaucoup de commentaires, d'éléments, de réflexion, etc. Traité des gloses, c'était des diminutions. Attention à ne pas confondre avec la diminution, hein, terme qu'on emploie dans le contrepoint. La diminution, c'est de proposer, et son contraire, l'augmentation, consiste à réécrire un motif avec des valeurs à la valeur inférieure. Par exemple, je dis 2 noirs, 1 blanche donnerait en diminution 2 croches, 1 noire. Ça, c'est la diminution, mais ça n'a rien à voir avec la diminution qui est la variation. Alors, Bach, lui, va utiliser... je vais l'écrire tout simplement. Sans trop de commentaires. On se souvient que l'écriture de mon contre-sujet était ces blanches descendantes. Blanches qui partent noires ou blanches à la fin, peu importe, valeur longue, qui tombe sur les temps, qui partait de la tonique et qui descend par mouvement conjoint vers la médiante, vers le 3e degré, et on sait que la basse, pendant ce temps-là, chantera la fondamentale. Ceci dit au passage, et on a ici un mineur mélodique descendant. Je ne rentre pas là-dedans maintenant, c'est pas le moment, mais il s'agit du mineur de Fa dièse mineur mélodique descendant. Attention, hein, on est bien d'accord. Eh bien, que propose-t-il? Qu'écrit-il? Il écrit ça à partir du Mi. Il écrit Mi, Fa, Mi, Ré, Mi. Alors, Mi, Fa, Mi, Ré, Mi, il ne s'est rien passé.
Quand je dis qu'il ne s'est rien passé, c'est que je suis parti de mi et je suis arrivé à mi. Voilà, 4 doubles croches, la note reste la même. Le premier appui, l'appui suivant, c'est mi et c'est encore mi. Mais par contre, après, il va sur ré. Alors le deuxième élément, c'est mi, ré, do, mi, ré. Alors là, oui, je vais de mi à ré. Donc il suffisait d'avoir ça, par exemple, pour passer de mi à ré. Mais là, lui, il fait 8 notes pour une blanche. Donc 8 doubles croches. Et il écrit donc mi, fa, mi, ré, do, mi, ré. Alors je le joue, bon, c'est tout bête, là, on entend bien mi, ré, et il écrit mi, fa, mi, ré, do, mi, ré. Voilà. Et après, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que la suite de notes est celle-ci. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais prendre mes précautions pour ne pas avoir à trop écrire, à noircir ce tableau, ou plutôt à le bleuir. Je vais mettre les notes, les hantes des notes vers le haut. Donc j'ai mi, fa, mi, ré, mi, fa, mi, ré, mi, ré, do, mi, ré. Voilà. Donc ça, c'est ce qui remplace la blanche. Et après, il se passera toujours la même chose. Donc j'en écris un. Donc j'ai ré, mi, ré, do, ré, mi, ré, do, ré. C'est bien la même chose que cet élément-là. J'ai un petit élément, je vais l'appeler A, et un deuxième petit élément que j'appelle B. Donc j'ai bien A, et puis ré, do, si, ré, do. Alors, allons jusqu'au bout. J'ai do, ré, do, si, do, comme A, et puis do, si, la, do, si. Do, si, la, do, si. Et puis, ici, si, do, si, la, si. Si, do, si, la, si. On voit à quel point c'est régulier. Si, do, si, la, sol, si, la. Voilà. J'ai pris le temps de l'écrire. C'est important quand même. Donc j'ai bien A, B. Je peux comparer pour qu'on soit bien sûr de la régularité absolue. J'ai bien, ici dans les A, c'est bien mi, fa, mi, ré, mi, do, ré, la, si, la, sol, la, sol, fa, sol. Pardon, si, do, si, la, si. Pardon, je redis, do, ré, do, si, do, si, la, si. Et puis ce petit élément-là, mi, ré, do, si, ré, do, si, ré, do, pardon, do, si, la, sol, si, la. C'est un peu fastidieux à dire comme ça, je reconnais. Bon, je le dis par acquis de conscience et par sécurité que tout le monde est bien suivi. Voilà. Eh bien, ça s'inscrit, évidemment, tout ça s'inscrit dans le sujet. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour le premier? Vous voyez, je ne l'ai pas mis. C'est qu'il aurait pu faire entendre cet élément-là dès le début, il ne le fait pas. Pourquoi? Peu importe, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas été lui demander. Mais de toute évidence, c'est pour mettre en relief, ça met en relief la ligne. C'est-à-dire que la ligne débute ici et il commence avec une croche séparée. Donc ce fa dièse est réduit à une simple croche et puis chacune des blanches est représentée sous forme de 8 notes. Donc ici, j'ai bien le sujet qui intervient. Le sujet, lui, le vrai sujet, est ici. Je le présente une octave plus bas de manière à ce qu'il n'y ait pas de croisement. Attention, les croisements, on va les trouver facilement, couramment, dans la fugue, mais pour l'instant, je préfère ne pas provoquer de chevauchement dans les lignes pour que tout reste bien clair. Je dissocie donc bien les deux lignes. J'éloigne les deux lignes mélodiques l'une de l'autre. Et j'ai bien ici un élément, une croche, d'ailleurs c'est intéressant, c'est une levée. Peut-être qu'on peut dire que cet élément-là évoque cet élément-là. Bon, oui, d'une certaine manière, c'est une réalité. Je ne sais pas si c'est un élément important, je pense que ça l'est quand même. Donc on a bien Do, La, Fa, Ré, et après le Ré, on a le Fa. Donc c'est bien une tierce. Et puis ici, le Fa descend sur le Mi, mais le Ré dure. Donc ça, c'est une seconde qui se résout sur la tierce. C'est un chiffrage de contrepoint. Et on va retrouver ça. La seconde Do, Ré, se résout sur la tierce Si, Ré. La seconde Si, Do, se résout sur la tierce La, Do. Et là, comme on l'a vu, et je l'ai signalé depuis le début, cette note-là tombe juste d'une certaine manière, et donc c'est une tierce tout de suite qui se finit sur une autre tierce. Voilà. Donc à la fin, il n'y a pas le décalage, il n'y a pas de retard.
Voilà. Donc déjà ça c'est très très important, c'était le fond de mon propos. Ça n'était pas donc de faire une analyse exhaustive, cursive, c'est-à-dire en suivant toute la fugue et de faire des heures de vidéo, mais c'est de montrer cet élément extrêmement intéressant. C'est-à-dire un contre-sujet qui arrive dans une troisième partie, qui s'exprime tout seul pendant quasiment une page, et puis qui va se voir intégrer le sujet à nouveau. Et il va y avoir donc les trois éléments. Et je vais prendre une autre couleur, le rouge, pour être bien clair. À partir d'ici, je vais le mettre dans le... Peu importe, je le mets ici, ici. Ça sera un peu... La, Sol, Fa dièse, Mi, Do, Fa, Mi dièse, Fa. Peu importe, c'est très mal écrit, je suis désolé. Hein. C'est un unisson, je vais quand même être un peu soigneux quand même. Hein. On a un unisson ici. Le Fa du sujet se combine avec le Fa de l'élément. Donc on a bien ici les trois éléments simultanés. Voilà quelque chose qui mérite la peine d'être observé. Je redis encore une chose, bien que je l'ai dit, je le redis, c'est que ces trois éléments sont interchangeables. Alors je ferai peut-être dans quelques temps, pour ne pas trop frustrer, parce qu'il y a un côté un peu frustrant, j'essaie d'abréger cette vidéo, je ne veux pas être trop long. Mais je ferai peut-être une vidéo complémentaire où je proposerai, quitte à le faire sur papier, sous forme PDF, je verrai, de proposer toutes les combinaisons. Bon, elles ne sont pas non plus un grand nombre, mais ce que je veux dire, c'est que le sujet peut être en dessous, au milieu ou au-dessus. Le contre-sujet en double croche peut être également en dessous, au milieu ou dessus, et ce petit élément bref final peut aussi se trouver en dessous, au milieu ou dessus. Donc il y a différentes combinaisons possibles. Comme ce sont tous des contrepoints renversables, enfin les deux contrepoints, le contre-sujet et le sujet et l'élément final, je l'appelle l'élément final qui arrive en fin, l'élément final avec le contre-sujet, ils sont inversables, ils sont renversables à loisir entre eux. Voilà. Donc toutes les combinaisons sont possibles. Et ensuite je donnerai donc dans un document ou en vidéo, je donnerai les combinaisons qui sont là-dessus. Mais moi, ce que je préfère, parce que je dis, je suis content, très content, sincèrement, mais je pense que c'est très très intéressant de donner cette explication, mais je dis quand même, on n'est jamais mieux servi par soi-même, et à partir de cette explication qui me semble quand même un peu claire, bien que des fois peut-être un peu tortueuse, parce que beaucoup d'éléments s'ajoutent, mais à partir de cette explication, on a les outils pour soi-même faire le travail. Donc je propose à chacun de faire le travail. On peut même me l'envoyer par internet si on veut. Ça me ferait très plaisir de voir toutes les combinaisons qui ne sont pas très nombreuses d'une part, et puis une description de la fugue, tous les endroits, toutes les occurrences où les trois éléments sont réunis. Ça arrive bien 4 ou 5 fois. Hein. À la toute fin, par exemple, on voit les trois éléments. Je le dis par exemple à la mesure, bon encore une fois j'ai du mal, oui c'est mesure 68, c'est-à-dire 67 pardon. À la mesure 67 par exemple, c'est la dernière exposition du sujet. À la mesure 67, donc les mesures 67, 68, 69, 3 mesures, ça veut bien 3 mesures, les mesures, je redis 67, 68, 69, la fin, on a les trois éléments. Cet élément-là est au milieu, cet élément-là est en dessous, et le sujet est au-dessus, à la voix supérieure. Voilà un exemple. Donc il serait intéressant de me dire, et de dire, à telle mesure, c'est en quelle tonalité, parce que c'est pas toujours en fa dièse mineur, c'est à la sous-dominante, il y a un moment c'est en do dièse mineur à la dominante, on voit telle organisation. Donc c'est intéressant de recopier, de dire qui fait quoi, quelle voix fait quoi, etc. et de décrire précisément ce qui tient sur à peu près, grosso modo, la dernière page. C'est la dernière page où les trois éléments sont réunis. Voilà. Voilà pour cet exposé sur cette fugue en fa dièse mineur. J'espère, mais je suis sûr, parce que j'en ai une grande conviction, qu'elle a apporté quelques éclairages sur certains aspects de la fugue. C'est vrai que ça, c'est une des fugues les plus complexes, évidemment, parce que les fugues, généralement, exposent sujet contre sujet tout à fait au début. C'est pas pour ça qu'elles sont pas complexes, elles sont très complexes quand même. Mais enfin, celle-ci était longue, elle tient sur les 4 pages. Donc elle pourrait donner lieu à des observations minutieuses, très longues, etc. Et ça se fait sur des mois et des années, hein. Ça ne se fait pas comme ça. C'est un approfondissement progressif de tous ces éléments. Voilà. Bon, bah, écoutez, je suis très content d'avoir pu exposer ça. J'espère que ce sera bénéfique, bien qu'un peu ardu des fois, et que ce sera bénéfique à beaucoup, à un grand nombre même.
Et puis on me reverra prochainement pour une autre œuvre. Je ne sais pas encore laquelle, je pensais à la sonate pathétique qui m'a été demandée. Je pense que c'est cette œuvre que je choisirai, mais il y en a tellement, nous verrons bien. À très bientôt donc et bon travail, une nouvelle fois je le souhaite. À tous. Au revoir.